Bienvenue sur la très chic place Vendôme dans le 2e arrondissement. C'est dans ce fief historique de la haute joaillerie et l'un des symboles de l'excellence à la française que nous allons démarrer ce nouveau numéro de Paname consacré au métier d'art. Paris regorge d'artisans qui font rayonner à travers le monde un savoir-faire d'exception et vous allez voir dans des domaines très variés. Cette semaine, ça va briller. Je vous emmène dans l'atelier de Santiago Lomelli qui perpétue et transmet un savoir-faire ancestral. Frédéric Gersal nous fera découvrir l'un des derniers hôtels particuliers de l'avenue des Champs-Élysées. Dans les ateliers Pinel et Pinel, on fabrique des malles somptueuses et intelligentes. Je pousserai les portes de l'atelier de Rémi Garnier où l'on confectionne des serrures de luxe. Dans les ateliers Baudin, j'irai à la rencontre de François, un lunetier passionné par son métier. Mais pour commencer cette émission, direction les cuisines du Parc Hyatt Paris-Vendôme à la rencontre de la chef pâtissière Nara Eki. Bonjour Narae. Bonjour. Qu'est-ce que vous préparez? Je préparais une dessert à la base de butternut et mangue. Donc là, il y a beaucoup d'inspiration de votre pays d'origine. Oui, c'est ça. Votre pays d'origine, c'est lequel? C'est Corée du Sud. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Narae? Un petit morceau recoupé comme ça. Comme ça, des Ouais. morceaux, Oui. tout simplement. Et on garde la peau. Oui. Très bien. C'est bien? Oui. Ça vous va? Oui, c'est parfait. Alors, 1 heure 170 degrés. oui, Et ce que Elle est, vous voulez, c'est cette texture là, comme ça. oui. Un peu de gruyère bien caramélisé. Je peux goûter? Oui, bien sûr. C'est bon comme ça, le genre. Ouais. Narae, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Maintenant, on va faire des galettes de riz. D'accord. Pendant que notre pâte de riz là, prend un petit bain de vapeur, tranquille, raconte-moi un peu ton parcours, Narae. J'ai grandi, c'est vraiment le petit village. Il y a une école de pâtisserie, ils sont arrivés là-bas. Donc, j'étais tellement intéressée et je commence cette école. Est-ce que toi, tu as un dessert que tu aimes particulièrement, un dessert français, classique? J'aime beaucoup le chat à la crème. Le chaud à la crème? Oui, c'est tellement bon. Ah oui, c'est vrai. C'est simple. C'est tout simple, ouais. Manger vite. Oui, voilà. Et le pain de vite aussi. Et ouais, c'est ça. Et quand on en mange un, on n'arrête plus. Oui. Donc on sent la queue du fruit, Tout le temps. ou le cul, comme on veut. Tu veux que je t'aide? Non, je ne fais rien parce que je vais faire quelque chose de mal. Après, vous pouvez goûter, si vous voulez. Je suis chef goûteur, là. Maintenant, il faut travailler rapidement. Ah oui, il faut travailler rapidement parce Oui. que ça, c'est glacé. Oui, c'est ça. Là, il faut aller vite. Ça, c'est glace sorbet à la mangue et fruits à passion. Oui. Je peux en faire un aussi, moi? Oui, si vous voulez. Là, c'est pas... Là, non. Bon, ça va. Tu es très sensible à l'art, Narae. C'est un côté féminin aussi. Oui. On dit que tu réalises parfois des pâtisseries romantiques. C'est vrai, on peut dire ça de toi? Oui.
Waouh! On arrive. Nos petites boules de mangue. Une tartelette à La droite. tartelette, oui, là, je la reconnais. Ah. Tu vas t'installer avec moi, on va le partager ensemble ce dessert. Bien sûr. Même si toi tu le connais un peu. Oui. Ça, t'as mis combien de temps à l'élaborer ce dessert? Là, c'était un travail 12 semaines. 2 semaines quand même pour arriver à Ouais. faire ce dessert. Ça, Ça, c'est c'était- vraiment l'exception française. Mmh. Oh. C'est incroyable. Bravo. Je rejoins maintenant Santiago Lomelli, un styliste italo-mexicain qui maîtrise plusieurs savoir-faire d'excellence. Santiago, tu es en train de réaliser l'une de tes spécialités, c'est la fabrication de fleurs en tissu. Exactement. Et on les utilise pour faire des coiffes, ou s'appliquer dans les robes des mariés, des soirées. Pour faire ça, par exemple. Exactement. Là, ici, je suis en train de faire un accessoire pour un de mes clients, pour sa robe de mariée. Et, il voulait que je mélange la broderie avec les fleurs artificielles. Il aime bien le camélia. Oui. Donc, j'ai réalisé un camélia en soie. Si on cherche bien, il y a un petit scarabée qui est là. Parce que le scarabée, c'est ta signature. Exactement. Pourquoi cet insecte? C'est le totem de la maison qui me représente. Bon, ça reflète l'évolution personnelle aussi. Comment ça a démarré pour toi exactement? Je viens d'une famille de couturières. Ah, d'accord. Mon grand-père, d'origine italienne, il avait son atelier dans le sud d'Italie, dans la Ouais. région de la Puglia. Oui, dans les pouilles, oui. Et après, il quittait son atelier pour s'installer à Guadalajara, dans ma ville, Au Mexique. au Donc, Mexique. Tu as grandi donc dans les ateliers avec plein de coutures, de robes, de boutons, Exactement. de fer à... J'ai observé, mon grand-père, les tailleurs, surtout italiens, ils sont très exigeants. Je me fais taper pas mal de fois à la main parce que je ne faisais pas bien les choses. Mais c'est comme ça que j'ai appris à faire la couture. Là, ces broderies, c'est fait avec les crochets de Lunéville. Le fameux point de Lunéville. Exactement. Et là, pour faire déjà ces petites feuilles, ça, on est déjà pour à peu près 30 heures. 30 heures pour une petite feuille. Exactement. Alors si ça c'est 30 heures, tout ça c'est combien? Ah, je n'ai pas encore calculé. À chaque fois qu'on fait un broderie, on note pour tu parles de chiffrer vie quand même exactement pour pour chiffrer, faire. parce que- Oui, oui. Ouais, donc le luxe c'est du temps. Le Beaucoup luxe, de c'est temps. du temps, surtout quand c'est sur mesure. Avec toi il y a d'autres artisans. Il y a Sylvie qui fait le point de Lunéville. On va aller la rejoindre. Là, oui, bien sûr. Ces broderies, connues aussi comme la broderie de la haute couture ou aussi comme la broderie aveugle. Pourquoi aveugle? Parce qu'on utilise beaucoup, on se base sur la sensibilité de notre doigt pour sentir la pose des pelles et parfois les crochets. Toujours dans l'envers. Toujours à l'envers, d'accord. Les Indiens, ils font toujours sur l'endroit avec un autre type de crochet. Ouais. Mais c'est plus rapide avec les crochets de Lunéville. Cette technique française, c'est plus rapide et plus précise et plus nette comme finition. Donc on appelle ça le crochet de Lunéville parce que ça vient de la ville de Lunéville Exactement. en Lorraine, dans l'est de la France. Et effectivement, vous pouvez le faire à l'aveugle, les yeux fermés. Tu as été l'apprenti de Santiago. Qu'est-ce que tu as appris exactement chez lui? Santiago m'a appris à bien, on va dire, observer le vêtement dans tous ses détails, dans toutes les finitions, et à m'impliquer le plus possible. Là, c'est toi qui l'as dessiné, qui Ouais. l'as réalisé, mais qu'est-ce qu'il y a de Santiago là-dedans, dans ce jean? Bah, ça serait par exemple, vous voyez le petit point ici à la main, un jean normal, la couture de Sur le côté elle côté, est ouais. toute droite, et sur celui-ci en fait la couture va vers l'avant au niveau du genou, donc Ouais. il n'y a pas de couture enfin la couture de côté n'est pas
sur le côté du coup, et elle passe vers l'avant. Là, on le voit porter. Oui, exactement. Là, c'était porté pour le shooting de ma collection que j'ai dû présenter et qui a défilé à la Fashion Week de Paris la semaine dernière. Et tu as quel âge? 20 ans. 20 ans. C'est génial, non? T'es content quand t'entends ça? Je suis très content. J'aimais beaucoup de les transmettre mon savoir-faire. Il n'y a pas mieux. Oui, non, mais c'est sûr. J'adore, tu rougis, mais c'est génial. C'est super, non? Oui, T'es non, content? je suis content. C'est juste que j'ai du mal un petit peu à réaliser. Ouais, c'est tout frais tout ça. C'est Ouais, une ouais. artiste. Frédéric Gersal a toujours un bon plan. Il m'attend à l'hôtel La Païva, au lieu du divertissement parisien au 19e siècle. Construit sur l'une des plus belles avenues du monde, il va nous raconter l'histoire de cette courtisane au destin romanesque. Frédéric. Frédéric. Bon, entrez, entrez. Oh, oh. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, pardon, j'étais en train de... Bonjour, Yvan. Le bar, il est là-bas. Oui, non, c'est pas le bar. On est dans la salle de bain, avec cette baignoire qui a fait jaser le tout Paris et le monde entier, parce que c'est une baignoire en onyx. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et puis, c'est d'un seul bloc. Mais surtout, ce qui surprend, ce sont ces 3 robinets. Eau froide, eau chaude. Bon, d'accord. Et puis le troisième. Non, je vous ai vu avec une flûte à champagne. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Pour les bains de champagne ou les bains de lait d'ânesse, par exemple, on aurait fait couler, paraît-il. Bref, l'imaginaire, évidemment. Restons sur le champagne. Ben oui, mais c'est extraordinaire. Mais comme je vous parlais d'onyx, je vais vous montrer le grand escalier de la demeure, qui est c'est une magnificence. Alors, Ça, c'est de l'onyx. Tout est en onyx. O-N-Y-X. Alors, il a fallu aller le chercher loin, de l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'on a une carrière qui se trouve à Oran, en Algérie, près d'Oran. Et quand on a su que cela existait, évidemment, on a fait venir un bloc absolument gigantesque, des blocs qu'il a fallu tailler ici, sur place, marche par marche. Et puis, il y a cette décoration, ce décorum tout autour, où on voit, figurez-vous que ça, c'est la Païva, j'ai envie de dire. Ah oui. Si, autant il n'existe pas de portrait, elle ne le souhaitait pas, ou ils ont disparu, on ne sait pas exactement. Mais là, c'est elle qui serait représentée en amphitrite, chevauchant, si j'ose m'exprimer ainsi, un dauphin. Et on voit bien qu'elle a les yeux mi-clos, et c'était son physique, elle avait les paupières yeux... qui tombent. Oui, absolument, les paupières tombantes. C'était qui la Païva? Ah ben voilà, c'est ce que je vais vous raconter, qui est cette marquise, cette comtesse. Même si on ne sait pas à quoi elle ressemble. C'est en Russie que tout commence. Hein. Et elle est déjà jeune fille très jolie. Elle le sait qu'elle est très jolie, qu'elle plaît beaucoup. Et elle se dit qu'avec son charme, c'est peut-être ça qui va lui permettre de sortir de sa condition qui est difficile. Oui, milieu très modeste. Hein. Très modeste, vous avez raison. Et, bref, elle en comment rêve. elle a fait alors, c'est un premier mariage, tout de suite, avec monsieur Villouin, un Français, à Paris. Et pourquoi on l'appelle la Païva? Alors, c'est le nom de son deuxième mari, qui est un Portugais, qui est le marquis de Païva. Ah, c'est comme ça qu'elle devient marquise. Et alors, comme elle l'épouse, elle devient marquise, elle a le titre, elle a la fortune, mais la fortune s'épuise assez rapidement. Et il se trouve que le consul de Prusse à Paris lui fait rencontrer un homme dont elle va tomber, cette fois, littéralement amoureuse. Et lui est totalement amoureux aussi. C'est von Donnensmarck. Il est comte. C'est lui qui lui donne la possibilité de construire. C'est au numéro 25 des Champs-Élysées. Il achète le terrain et il dit maintenant, fais ce que tu veux, j'ai envie de dire presque. Aujourd'hui, cet hôtel particulier, c'est le seul hôtel particulier sur les Champs-Élysées. Dans son jus, hein, Dans son entre jus. guillemets. À propos de jus, Oui. je vais vous laisser à votre activité principale. Oh, vous exagérez. Retournez donc voir votre baignoire. Oh non. Moi, j'y vais. Bon, à bientôt. mais juste Hein un petit coup, alors. Un petit coup, et pas Oui. plus. Hein. Avec modération. Hein, vous connaissez bien modération. Oui. Caché derrière cette bambouserie parisienne se trouve l'atelier de Fred Pinel, maltier maroquinier hors norme. Bonjour Fred. Bonjour, bienvenue. Voilà, dans notre belle maison. Qu'est-ce que c'était ça avant? C'était une usine de baleines, corsets et parapluies.
Et puis après, ça a été plein de choses. Et maintenant, c'est ta maison à toi. Et maintenant, c'est la mienne. Maison d'un maltier. Exactement, maltier maroquinier. Ouais. Parce que toi, tu n'es pas l'homme qui emballe, tu es l'homme qui emballe tout. Moi, j'emballe en beauté. Enfin, j'essaye en tout cas. Bah oui, on a quelques exemples autour là. Là, c'est la le bureau avec Apple, oui. On a fait un tout en un. Tout est connecté. Parce qu'étant donné que j'étais assez nul en connexion, je me suis dit, pour moi, il faut juste one plug. Et ça, c'est quoi? C'est une borne arcade, ça? On est parti sur une malle DJ. On est bien d'accord, c'est pas du fake, ça fonctionne vraiment. Ah, ça fonctionne vraiment. Et tout ça est fabriqué ici. Et tout ça est fabriqué ici, bien évidemment. Tu me montres? Oh bah bien sûr, évidemment. On a plein de cuirs différents. Là, on a toute une gamme de coloris qu'on fait faire sur mesure. On arrive dans l'endroit un peu sécurisé de la maison parce qu'en fait, on est sur les peaux exotiques. Ah, une peau exceptionnelle. Donc là, on est sur un croco de hyper souple. Ça fait combien de métiers différents? On est sur 11 métiers. Menuisier, ébéniste, gaineur, piqueur, maroquinier, maltier, etc. Ah ouais. Waouh. Alors là, c'est mon bureau et un peu le showroom. Combien de mètres carrés? 160. Plus grand que celui de la maire de Paris. Ah, je suis désolé pour elle. Eh ben oui, la pauvre. Donc là, tu as tous tes objets à toi, tu as tout ce que tu aimes. C'est tout ce que j'aime. Voilà, là, c'est une malle. La réédition des jeux d'arcade, ça, c'était pour Make-A-Wish. Donc, en fait, il va y avoir une vente après. Et la totalité de la vente de cette malle sera reversée à l'association. Ça, on va faire des malles où je vais mettre des motos dedans. Elles sont magnifiques, ces mini-motos. Tout est exceptionnel ici. Tout est rare. C'est inattendu, on va dire. Ça a démarré quand, tu m'as dit exactement, la maison Pinel et Pinel? 15 ans. Ouais. En 15 ans, tu es devenue une des marques référentes dans le luxe. On est parmi des plus jeunes marques de luxe françaises, effectivement, ça fait très vite. Mais ça a démarré comment, cette idée de faire des balles? Il y avait mes grands-parents qui avaient une maison de campagne à côté de Meaux. Je suis allé dans le grenier en ayant toujours les yeux émerveillés comme quand j'étais petit. Je tombe sur une valise en bois, j'ouvre avec des compartiments. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc je l'ai pris, je suis descendu. Mon grand-père me dit, qu'est-ce que tu fous avec ça? J'ai dit, est-ce que je peux la prendre? Je voudrais en faire mon métier. Je voudrais la démonter, en refaire une. Puis je l'ai démontée, j'en ai refait une. Et puis l'histoire a commencé là. Attention les yeux, ça va briller. Dans les ateliers de Rémi Garnier, les artisans jouent avec les dorures et confectionnent des poignées, serrures et crémones pour des riches clients venus du monde entier. Vous montre rentrer. C'est une belle maison, ça brille. Ah bah c'est visible, c'est le bronze doré, nickelé, chromé, qui attire l'œil. Justement, qu'est-ce qu'on fait dans cette maison? C'est quoi vos métiers? Donc alors en termes de produits, on travaille sur ce qu'on appelle la quincaillerie, qui va recouvrir et la serrurerie et finalement les poignées de portes, de fenêtres, et puis aussi des grilles décoratives, des choses comme ça, et le luminaire. Donc on va avoir des luminaires en bronze, comme vous pouvez en voir ici, qui vont venir décorer les intérieurs. J'adore le terme de quincaillerie, mais c'est la quincaillerie de luxe là. Hein. C'est de la quincaillerie haut de gamme. Ah oui, c'est une autre ambiance là. Et alors cet atelier, Rémi Garnier a toujours été là, l'entreprise a toujours été ici? Alors pas toujours, l'entreprise a été créée en 1832 et à ce moment-là elle était rue de Nevers, rive gauche. Mais elle s'est assez vite installée ici, donc en fait ce lieu-là est habité par l'entreprise depuis 1860 à peu près. Toujours étonné de trouver ça en plein cœur de Paris, un atelier comme ça. On s'y attend absolument pas, c'est vrai qu'on a surtout on arrive et il y a ce volume. Et c'est vrai que cette pièce est magique, elle a une âme. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique ici? C'est quoi les métiers exactement? Alors les métiers ici, on récupère les pièces qui sortent de la fonderie et on fait tout l'assemblage des pièces. Alors ça peut être des assemblages de mécanismes pour les métiers de serrurier. Et ensuite, il y a des métiers de ce qu'on appelle nous les monteurs, donc qui assemblent les différentes pièces. Et ici, on a un tourneur. Oui, c'est un tourneur là. Qu'est-ce que vous fabriquez? Et du coup, le tourneur, lui, travaille sur des pièces qui, au départ, sont à symétrie
En Ça, c'est une poignée, ça. Ça, c'est une poignée et le tourneur va travailler cette partie-là. Donc le tourneur travaille en général des parties qui sont plus techniques. C'est-à-dire que cette partie-là sort de fonderie et lui, il va faire toute la partie qui nécessite un ajustement quasiment au millimètre ou au micron pour que la poignée s'installe sur la porte. Bonjour, Bonjour. qu'est-ce que vous faites là? Alors, je brunis. Pour que la lumière s'accroche, La lumière s'accroche et pour faire une différence entre le mat et le brillant. il faut être précise. Ouais, Oui, précis et surtout beaucoup de patience. Parce que c'est très très long à brunir une pièce. Ah, il faut combien Là, de temps? cette pièce, je vais mettre une vingtaine de minutes pour la brunir. Ça, c'est vraiment le savoir-faire de la maison. Hein. C'est un savoir-faire très particulier, oui, que peu d'artisans maîtrisent et qu'Audrey maîtrise à la perfection. Là, on a notre fameuse poignée. On imagine qu'elle est passée dans tous les postes, hein, elle est brunie, elle est pratiquement terminée. Mais ça, c'est une création originale ou c'est une copie d'ancien? Cette pièce-là est issue d'un moule. Donc en gros, on a un catalogue, Rémy Garnier, qui date du début du 19e siècle, dans lequel on va trouver ces milliers de pièces qui sont présentées et qu'on peut reproduire comme ça. Ah oui, là, c'est carrément la salle des trésors. Là. Exactement, donc là on rentre un peu dans la caverne d'Ali Baba de Rémy Garnier. Donc toute la mémoire, elle est là. Toute la mémoire est ici, l'ensemble des modèles de la maison. Et notre poignée, elle est là. Et notre poignée est là, exactement. On peut constater qu'on a exactement la même poignée qui est reproduite depuis cette époque-là. Ouais, c'est numéro 124 et c'est donc un modèle Louis XVI. Le luxe sur le bout du nez. Seuls 2 ateliers de création de lunettes sur mesure existent à Paris. Je rejoins l'atelier Baudin pour découvrir ce savoir-faire extrêmement rare. Alors toi, tu diriges les ateliers Baudin, C'est bien ça. qui sont donc des lunetiers, c'est ça hein? On est fabricant de lunettes Ouais. sur mesure. Sur mesure. Voilà. Et on fabrique des lunettes à partir de matériaux nobles, comme la corne. On travaille aussi des matières comme l'acétate. Et de temps en temps, sur demande, on peut travailler de l'écaille de tortue. Ah, là c'est le top du top, ça. C'est le top du top. Tu en as de l'écaille de tortue, là? On en a. Je peux Oui. te montrer ça absolument. Oui. C'est quelque chose d'assez rare, d'assez sublime. C'est C'est la Rolls-Royce de la lunette. la ressource de la lunette, on peut dire ça. Donc là, on a une écaille typique. Mhm. Donc avant traitement et avant quoi que ce soit. Comme tu peux voir, c'est assez léger, c'est une matière assez noble. Et il y a ce qu'on appelle du jaspé, donc c'est un jeu entre le blond, le noir, et c'est une matière assez magique. Mais il faut préciser qu'on ne martyrise plus de tortues. On ne hein, tue en pas de oui. tortues, on n'a même pas le droit de les élever. Donc c'est quelque chose de très précis, très pointu, très contrôlé. Il n'y a pas de controverse autour de cet objet-là, c'est très suivi et on ne prend pas de risques. Donc il y a Surtout- un stock d'écailles de tortue, Ouais. et c'est à partir de là qu'on fait des lunettes en écailles de tortue. C'est- Quand il n'y aura plus de stock, il n'y aura plus de lunettes. Quand il n'y aura plus de stock, il n'y aura plus de lunettes. Je suis un nouveau client. Ouais. J'ai très envie de me faire plaisir et de m'offrir une lunette sur mesure. Tu as bien raison. Oui, j'imagine. Tu vas pas me dire le contraire. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on vient prendre 5-6 mesures déjà sur la forme de ton crâne, c'est-à-dire pour comprendre un peu l'ergonomie de ton visage et de ton crâne. Donc là, comme tu peux voir, on a dessiné sur la base de tes mesures et du modèle que tu as choisi, on a dessiné une lunette, donc par ordinateur, et là-dessus, on l'a balancé sur ce qu'on appelle une petite commande numérique. D'accord, et là, ça vient d'être terminé. Là, on vient de la terminer. Donc ça, c'est ce On qu'on va faisait dire- à la main il n'y a pas si longtemps. Maintenant, on les fait avec des machines. Bon, C'est ça. c'est mieux. C'est mieux, c'est plus Ça précis, change rien. ça enlève rien à l'artisanat, sans aucun problème, parce qu'on est quand même, comme tu peux voir, sur un objet ici Oui. très brut. D'accord. Et tu vois, il faut quand même, il y a encore un gros travail Ah oui. manuel qui va arriver derrière. Là, c'est très brut, donc il faut venir limer toutes les, C'est tous une les matière angles. c'est une matière que tu aimes bien, la corne? C'est ma préférée. C'est assez dur, il y a des ratés, ça met du temps à apprendre, mais c'est sublime quand on voit ces couleurs, ces transparences. D'une corne à l'autre, on n'a jamais la même couleur, les mêmes nuances. Il faut accepter Voilà. que c'est effectivement un peu une matière naturelle et qu'on n'est Des pas sûr de ce qu'on fois, va avoir. Et les On clients- façonne, voilà, là je m'y Ouais. attendais pas,
Mais là, le tenon est un tout petit peu plus foncé en haut. Mais on ne voit pas à la découpe, ça se voit pas forcément. Donc quand je vais le polir, on va le voir encore plus, mais c'est ce qui donnera son charme. Retour sur cette très belle place Vendôme pour clore cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Bien évidemment, vous pouvez voir cette émission sur notre plateforme France.tv. Vous pouvez aussi venir me parler sur les réseaux sociaux. On n'oublie pas les bons plans sur Paname la carte. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Santiago Lomelí, Paris Artisan Main d'Or, 7. Celui-ci? Non, j'en fais exprès. Très très beau. On n'imagine pas tout ce qu'il y a avant.